président de la République, Monsieur François Hollande. L'imposture est terminée, les masques sont tombés. Nous sommes désormais des millions à connaître la vérité que vous nous avez cachée avec la complicité des médias, contrôlés par vos soutiens financiers. Quand je dis vous, j'englobe dans ce pronom les deux grandes formations politiques que les médias ont vendues à la population désinformée comme les seules crédibles, alors que ce sont précisément celles qui collaborent avec l'ennemi, la finance mondiale, et de cette formation baptisée UDF, RPR, UMP, et maintenant Républicains, qui changent régulièrement de masque pour faire oublier ces échecs et turpitudes du passé, mais pas de bailleurs de fonds, et donc de maîtres, auxquels elle obéit servilement plutôt qu'aux électeurs. Je veux aussi parler de votre PS, qui pousse tellement à droite dans l'hémicycle que l'UMP se retrouve à l'extrême droite, et que le FN prend la place vacante, à gauche, là où vous attendez les travailleurs. Mais ce ne sont là que des médiocres stratégies de politiciens, du niveau du bac à sable. L'intérêt des Français, il est loin, et il ne sera jamais satisfait, tant que vous dépendrez des banques et des marchés pour vous financer. Et cela, vous le saviez déjà, quand vous déclariez en période électorale, « Mon ennemi, c'est la finance ». Mais avant d'évoquer mon projet, je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Vous avez sciemment menti aux Français. Aujourd'hui, votre sapin peut dire, sans se faire enguirlander, « La finance est notre ami ». Entre-temps, le maître a donné ses ordres. « Coucouche panier, François. Ton rôle, c'est de garder mon troupeau de moutons bien groupé pour le présenter à la tombe. Pas d'aboyer dans ma direction. » Aujourd'hui, 82% des Français n'ont pas confiance en vous pour répondre à leurs aspirations. Et ce n'est pas une coïncidence. 82% des Français se déclarent inquiets du poids d'une dette publique qui ne cesse de croître. La dette publique française est passée de 1 600 milliards en 2007 à 2 500 milliards en 2015. Et 85% de cette dette est composée d'intérêts cumulés. Bien sûr, vous ne rembourserez jamais le principal, mais chaque année, à échéance fixe, vous payez des intérêts. Et le bon sens populaire a déjà compris qu'à taux d'intérêt constant, plus la dette est élevée, plus les intérêts le sont aussi. Et toujours plus grands seront les sacrifices demandés à la population. Et il y a pire. Le pire, c'est que pour payer des sommes toujours plus importantes, il est nécessaire de compter sur la croissance. Or, celle-ci est conditionnée par une foule d'aléas, comme une montée subite du prix du pétrole, comme la confiance des consommateurs, comme les licenciements massifs d'entreprises, même florissantes, qui délocalisent pour offrir toujours plus à leurs actionnaires, comme la spéculation sur les obligations d'État, avec la complicité des agences de notation, à la seule fin d'augmenter les taux d'intérêt. Mais peu importe que la croissance soit aussi molle que la gauche que vous incarnez, voire même négative. La facture des intérêts vous sera présentée à date fixe et vous devrez recourir à un nouveau crédit si vous n'êtes pas en mesure de l'honorer. Même un enfant comprendrait qu'il s'agit d'un jeu de dés pipés, que celui qui choisit les cartes aura toujours l'avantage sur celui qui les tire au hasard. L'opinion publique comprend bien que vous jouez perdant et vous êtes mis en état de totale soumission. Mais qui l'a voulu? Comment est-ce arrivé? Dans une démocratie, c'est le peuple qui commande, non? Je rêvais d'un autre monde.
Et celui qui commande doit avoir le droit de battre monnaie, puisque la création et le contrôle monétaire sont les instruments du pouvoir. Le peuple français a été trahi, d'abord le 3 janvier 1973, par Georges Pompidou, président de la République, et Valéry Giscard d'Estaing, son ministre des Finances. Pompidou était un ancien cadre de la banque Rothschild. C'est pourquoi la loi du 3 janvier 1973 a été appelée la loi Rothschild. Elle interdisait à l'État, et l'État, c'est nous, les citoyens, de créer gratuitement, via sa banque nationale, la monnaie dont ils avaient besoin. Elle l'obligeait désormais à se financer auprès de banques privées, dont le seul objectif est d'enrichir leurs actionnaires. C'est à partir de là que le bien commun a été subordonné aux intérêts d'une caste de privilégiés. À partir de là que la République française n'a plus de démocratie que la façade. Le vrai pouvoir n'appartient plus au peuple, ni même à son gouvernement. Cela s'est produit sans référendum, sans même que les médias n'alertent l'opinion sur l'ignoble trahison de ces deux hommes et des parlementaires en qui les électeurs avaient investi leur confiance. L'étape suivante, c'est 1992 et le traité de Maastricht. Mitterrand et son ministre des Finances, Pierre Bérégovoy, auraient pu faire machine arrière, mais ils ont approuvé, voire imposé l'article 104 de ce traité, qui est la réplique de la loi Rothschild. Toute l'Europe est désormais aux mains de la finance mondiale, et tous les pays adhérents à l'Union européenne voient leur dette publique grimper, grimper, grimper. Les Français ont été consultés, mais très mal informés. Les médias n'évoquaient pas cet article, et les politiques des principaux partis non plus. En 2005, les Français se réveillent, alors que Giscard, l'ennemi public numéro 1, tente de couler dans le bronze la totale mainprise des financiers sur l'avenir des Européens. Les Français disent non à son projet de constitution européenne. Mais en 2007, un petit arriviste de la pire espèce, porté au pouvoir par la haute finance mondiale, reprend ce projet, en déplace quelques virgules, et le fait adopter sous le nom de traité de Lisbonne, par voie parlementaire, car, a-t-il avoué, il savait que les Français étaient contre. La démonstration parfaite que la France n'est plus une démocratie, ni un état de droit. Mais vous aussi, Monsieur le Président, vous avez voté le traité de Lisbonne et son article 123, qui oblige toujours les contribuables à payer des intérêts sur les crédits de l'État. Vous aussi saviez que les Français y étaient opposés, mais en refusant de le signer, vous vous priviez de l'appui financier et médiatique de vos maîtres pour vos ambitions futures. Vous étiez donc devant un choix, votre ambition personnelle ou le bien commun de vos compatriotes. Vous avez fait le mauvais. Il est curieux d'observer à quel point l'ambition personnelle éteint l'intelligence. Car si une petite fille de 11 ans au Canada peut tenir devant une assemblée d'adultes un discours cohérent démontrant les méfaits de la loi Rothschild, il est étonnant que vous, les narques, n'en soyez pas capables. Au Canada, le peuple a eu raison de cette loi. En Islande, c'est tout le système bancaire qui doit désormais répondre de ses crimes devant la justice. Bien sûr, vous pouvez compter sur le silence complet des médias français à propos de ces événements. Il ne faudrait pas éveiller l'attention des électeurs qui croient vivre encore dans un pays libre. Mais pas de chance pour vous et pour Sarkozy. La crise de 2008 a révélé aux Français des détails qui leur ont prouvé que les analyses trouvées sur Internet étaient vraies. En effet, les banques étaient en faillite. Vous avez été obligé de les renflouer. Comment? En empruntant. Avec intérêt, bien sûr. À qui? Aux banques. Mais puisqu'elles sont en faillite, comment est-ce possible? Où la lune serait blonde Et c'est là que des millions de Français ont enfin compris que les banques pouvaient créer de l'argent à partir de rien, pour peu que quelqu'un veuille bien s'endetter, et leur verser ensuite des intérêts, tout aussi illégitimes que disproportionnés par rapport aux quelques secondes nécessaires pour inscrire sur un numéro de compte le montant du crédit. Ils ont pris conscience
que depuis des décennies ils ont été escroqués par le système bancaire quand ils demandaient un prêt hypothécaire, un financement pour leur voiture, un crédit d'investissement ou de caisse pour lancer une entreprise. Ils ont pris conscience du fait que l'argent obtenu ne provenait ni de la banque, ni d'épargnants, qu'il n'existait pas une seconde avant qu'ils offrent leur maison en garantie et paraphent le contrat de crédit. Ils ont pris conscience du fait que pour quelques secondes de ce travail harassant qui consiste à écrire quelques chiffres sur un numéro de compte, ils ont dû payer un intérêt au moins le double de la valeur de la maison. Quelle arnaque! 10 secondes de travail d'un banquier valent donc plus que les mois de travail consacrés par l'architecte, l'entrepreneur, les maçons, manœuvres, grutiers, ardoisiers, peintres, électriciens, chauffagistes qui ont construit leur maison. Ils ont compris que c'est ainsi que les actionnaires des banques, improductifs et parasites, ont pu se construire d'immenses fortunes, grâce auxquelles ils ont créé des multinationales, où ils ont investi avec pour seul objectif d'en retirer le plus possible de dividendes. Et vous savez déjà qu'ils ne reculent devant rien pour cela. Ils imposent leur prix aux petits producteurs de lait, de café, de cacao, souvent en dessous du prix de revient. Ils délocalisent, restructurent, licencient pour éviter que la masse salariale grignote leurs dividendes. Ils ont compris que c'est avec les intérêts escroqués à l'ensemble de la population et avec les dividendes qu'ils perçoivent, en provoquant faillite et chômage à charge des contribuables, que ces actionnaires peuvent prêter aux États moyennant des intérêts éternels sur des dettes publiques enflantes et impossibles à rembourser. Même un enfant de 6 ans sait que s'il gonfle trop son ballon, il finira par éclater. Nous sommes des millions à comprendre que nous avons affaire à une association de malfaiteurs, impliquant banquiers, actionnaires, politiques, propriétaires de médias et d'instituts de sondage. Vos maîtres, Monsieur le Président, sont même des assassins. Ne venez pas me raconter vos malheurs. J'entends ça tous les jours. Et très franchement, ça me fatigue. Les faits sont là. En 1973, notre banque vous a accordé un prêt. Et vous ne l'avez toujours pas remboursé. D'accord, vous avez reversé la somme prêtée, mais pas les intérêts, qui à ce jour s'élèvent à 9 fois le montant initial. 9 fois. Alors il faut vous secouer. Les temps sont durs. On doit tous faire des efforts. Et inutile de me regarder comme ça. Nous sommes une banque, pas une œuvre de charité. Ils ont écrasé les pays du tiers-monde sous le poids des intérêts de la dette, provoquant des millions de morts par la faim, la malnutrition, l'absence de soins, la précarité de l'existence et aussi par les guerres et les meurtres motivés par l'appât du gain. Derrière chaque dictateur que l'oligarchie occidentale plaçait au pouvoir par les armes, se tenaient carnets de commandes et contrats de crédit à la main des représentants de ces oligarques. Ils ont fait le nid du terrorisme. Ils ont nourri la haine de l'Occident. Ils sont directement responsables de l'immigration clandestine. Ils sont responsables de la précarité que beaucoup connaissent aujourd'hui en France et donc de l'insécurité qu'elle génère. Nous sommes des millions à l'avoir compris, à ne plus nous fier à vos médias, à chercher sur le web des informations et des témoignages utiles. Et les témoignages crédibles ne manquent pas, comme celui de Maurice Allais, prix Nobel d'économie. Maurice Allais, par essence, la création monétaire ex nihilo que pratiquent les banques est semblable, je n'hésite pas à le dire pour que les gens comprennent bien ce qui est en jeu ici, à la fabrication de monnaie par des faux monnayeurs, si justement réprimés par la loi. Concrètement, elle aboutit au même résultat. La seule différence est que ceux qui en profitent sont différents. Nous ne sommes pas davantage dupes de l'Union européenne. Nous avons parfaitement compris que votre fonds de stabilité financière ne vous sert que de paravent pour à nouveau sauver les banques, sans avoir l'air de le décider, mais toujours aux frais des contribuables, puisque chaque pays devra y participer. Nous sommes des millions à ne plus pouvoir vous supporter, vous et votre prédécesseur. Nous n'aurons pas besoin, comme vous deux, de payer des figurants pour assister à vos meetings et vous applaudir.
Vous clamez votre nom à l'instigation de quelques chefs de claque, afin de donner l'illusion qu'une foule vous soutient. Vous verrez cela le 14 juillet. Pourtant, si je me devais de dénoncer publiquement les agissements de la classe politique française dans sa collaboration avec le véritable occupant de notre pays, je vais vous donner une chance, à vous, François Hollande, de nous en libérer et d'assurer à coup sûr votre second mandat. Je vais vous donner une chance de rembourser votre dette publique, car ce n'est pas la nôtre. Nous avons dit non en 2005, et ce n'est pas parce que l'autre arriviste est passé outre en 2007 que ça deviendrait notre affaire. Je vais vous donner une chance de rembourser votre dette publique sans que ce remboursement pèse sur la population ou sur les entreprises. Je vais vous donner une chance de vous financer sans ne plus dépendre d'aucune banque, ni des marchés, ni d'autres pays, et même sans réclamer un centime à la population sous forme de taxes, impôts ou accises. Cela peut vous paraître fou, et pourtant, vous verrez, c'est tout à fait possible. Puisque les politiques ne se préoccupent que de soigner leur image publique et de présenter les faits, si désastreux soient-ils, sous une apparence normale, il faut bien que ce soit les citoyens qui réfléchissent et prennent leur sort en main. Ce n'est pas pour vous, ni pour moi, car je n'ai aucune ambition politique, que j'ai réfléchi à ce nouveau système, mais pour tous les gens qui souffrent du système actuel, qu'il s'agisse de commerçants et d'entrepreneurs proches de la faillite, de chômeurs, de travailleurs exploités, de femmes seules, qui doivent élever leurs enfants, de sans-logis, de Roms ou de demandeurs d'asile que vous refoulez sans la moindre humanité. Il est essentiel de rendre la création monétaire aux citoyens et aux gouvernements qui les représentent. Essentiel également de tarir la source de la puissance de l'oligarchie financière, à savoir les banques. Quand j'ai la fête tournée, ma réalité. Tout cela peut se faire sans casse, de la manière suivante. Vous allez contacter les meilleurs développeurs informatiques que vous puissiez trouver et les meilleurs spécialistes en monnaie cryptée, ainsi qu'un producteur de boîtiers de smartphone. Chaque boîtier doit pouvoir être connecté physiquement à un autre pour permettre des paiements rapides aux caisses des magasins. Chacun de ces boîtiers, avec son programme, sera un petit ordinateur, un portefeuille électronique et une banque individuelle. Vous ferez écrire 6 types de programmes différents. Le premier, pour les citoyens. Le deuxième, pour le chef de l'État ou du gouvernement, les responsables des régions, départements et communes. Le troisième, pour les ministères. Le quatrième, pour les entreprises. Le cinquième, pour les associations sans but lucratif. Le sixième, pour les différents services appartenant aux entreprises, associations et administrations, telles que les caisses de magasins. Les portefeuilles banques individuels seront fournis par les mairies pour un prix abordable pour tous, à chaque habitant inscrit sur le registre de la population. Le numéro de série de l'appareil sera consigné dans les archives communales. À la première ouverture, l'appareil réclamera l'empreinte digitale du propriétaire, qui l'enregistrera dans sa mémoire, et comparera ensuite à l'empreinte réclamée à l'ouverture de chaque session. L'administration veillera à ce que chaque appareil soit remis en main propre, y compris aux enfants, et que ce soit bien le propriétaire nominatif qui appose ses empreintes à la première ouverture. Lors de la première session, chaque citoyen devra introduire des données telles que sa date de naissance, son adresse, son numéro de série et une clé personnelle de 20 caractères, chiffres et lettres comme un code IBAN, qui sera ensuite crypté par le programme et permettra la connexion à distance entre deux appareils sans passer par un serveur central. Très important. Les monnaies cryptées utilisent déjà ce procédé. Ensuite, l'utilisateur sera invité à entrer une ou plusieurs adresses e-mail auxquelles l'appareil devra envoyer une copie cryptée et datée de chaque transaction. Il s'agit d'une mesure de protection contre toute tentative d'agression et contre une perte éventuelle de l'appareil. Comme je vous l'ai dit, chaque portefeuille électronique est en même temps une banque personnelle. Tout citoyen y aura deux comptes. Un compte ML pour monnaie libre et un compte MS
pour monnaie solidaire. Deux monnaies complémentaires dans un premier temps, appelées à devenir devises officielles dans les 2 ans. À l'origine, la valeur du ML, monnaie libre, est liée arbitrairement à celle de l'euro. Lorsqu'elle deviendra devise officielle, elle entrera sur le marché d'échange. La valeur de la MS, monnaie solidaire, sera toujours indissociablement liée à celle de la ML, monnaie libre. Puisque chaque portefeuille est en même temps une banque, il peut faire de la création monétaire ex nihilo. Le premier jour de chaque mois, chaque compte individuel sera crédité d'un revenu de base ou dividende universel, calculé selon l'âge de son propriétaire. 100 monnaies libres de la naissance à l'âge de 12 ans. 200 monnaies libres pour les 12-13 ans. 300 monnaies libres pour les 14-15 ans. 500 monnaies libres pour les 16-17 ans. 1500 monnaies libres de 18 à 59 ans inclus. 2000 monnaies libres à partir de 60 ans. Valeur établie sur la base de la valeur de l'euro le 30 mai 2015, indexée aux besoins. Ce dividende universel se justifie par tout ce que nous avons construit grâce à nos impôts. Il se justifie par le fait que l'oligarchie financière de tout temps a privatisé les bénéfices et socialisé les pertes, comme lors du sauvetage des banques en 2008, comme par exemple lorsque les gros investisseurs se sont appropriés les progrès technologiques pour remplacer l'homme par des machines et provoquer ainsi le chômage à charge du contribuable. Les technologies sont le fruit d'un enseignement que nous, citoyens, avons financé par nos impôts. C'est donc à nous qu'elles appartiennent, et le fait qu'elles provoquent des pertes d'emploi doit ouvrir le droit à vivre décemment sans emploi. Mais réjouissez-vous, Monsieur Hollande, le fait que notre banque personnelle nous offre ce revenu de base vous dispense aussi du versement d'allocations familiales, de chômage, de survie et de pension et de toute administration qui va avec. Vous cherchez par tous les moyens à réduire les dépenses de l'État. Vous voilà servi. Vous vous disiez préoccupé par le problème de financement des pensions et vous vouliez en retarder l'âge d'accès. Vous devriez être heureux, et les travailleurs aussi, qui pourront en profiter dès l'âge de 60 ans. À la dernière minute du dernier jour de chaque mois, le logiciel effacera la partie non utilisée du revenu de base, et non du salaire. Parce qu'une création monétaire doit être liée à une richesse économique ou sociétale. Cette mesure lutte donc contre l'inflation et encourage à faire vivre le commerce ou la vie associative. Mais pour éviter cet effacement, tout citoyen pourra virer le solde de son dividende universel à une association sans but lucratif, agréée dans le domaine humanitaire, écologique, social, culturel, pédagogique, sportif amateur ou lié à la recherche médicale. Les numéros de compte des grandes ONG internationales comme l'UNICEF, Greenpeace ou Amnesty International, et les associations agréées par le gouvernement, et les différentes autorités départementales, cantonales ou municipales figureront sur la base de données d'un portail d'un site web, où le portefeuille ira les rechercher. Pour chaque don à une de ces associations, le portefeuille banque procédera sur le compte monnaie sociale du donateur à une création monétaire d'un montant en monnaie sociale, équivalent à 75 ou 80% du don. Il calculera également sur ce compte un intérêt de 7,5 ou 10% l'an. Cette création monétaire et ses intérêts se justifient par la plus-value sociétale engendrée par le temps. Par exemple, vous connaissez assez les coûts générés par la toxicomanie en frais de police, de justice, de santé et de remédiation scolaire pour percevoir l'intérêt économique de la réhabilitation d'un toxicomane dans la société. Les monnaies solidaires pourront à tout moment être virées sur un compte monnaie libre, mais deviennent alors instantanément des monnaies libres. En revanche, il ne peut y avoir de transfert d'un compte monnaie libre vers un compte monnaie solidaire. Chaque citoyen pourra également solliciter un crédit sans intérêt auprès de son portefeuille banque. Il devra préciser le montant et la durée de remboursement souhaité. Si la mensualité du remboursement n'excède pas le tiers des ressources mensuelles du citoyen, et si la durée de remboursement n'excède pas son espérance de vie, le crédit est accordé.
et le logiciel prélève automatiquement les mensualités. Ces crédits seront de fait associés à une création de richesse, puisque les citoyens l'utiliseront pour financer un achat important ou pour lancer une entreprise, seul ou avec des associés. La possibilité de crédit gratuit auprès de son portefeuille de banque n'encourage pas les prêts entre particuliers. Ceux-ci seront néanmoins possibles et encadrés par les deux logiciels, avec un intérêt à convenir, entre 0 et 5%, les mensualités étant prélevées à la source. Vous commencez à comprendre la différence entre une monnaie au service de l'homme et une monnaie au service de quelques privilégiés. En qualité de chef d'État, vous recevrez le portefeuille banque réservé à l'État. Celui-ci est également doté d'un pouvoir de création monétaire annuel, dont le calcul s'effectue comme suit. Dernier PIB par habitant publié, multiplié par le pourcentage des charges dévolues au gouvernement, exprimé en décimales, multiplié par le nombre d'habitants, multiplié par l'indice des prix à la consommation. Le calcul est exactement le même pour les chefs des autres entités géographiques du territoire. Pour ce calcul de répartition des charges, il faudra évidemment déduire les allocations familiales, de chômage, de survie et de retraite qui ne seront plus à payer. Vous ferez également l'économie de toute l'administration de la fiscalité. En effet, si vous faites le calcul, vous constaterez que votre dotation annuelle est pratiquement égale à l'ensemble des recettes fiscales de 2013, avec lesquelles vous deviez assumer le paiement de la plupart des allocations précitées. Vous ne serez donc plus autorisé à prélever le moindre impôt, la moindre taxe, le moindre droit d'accise sur les ressources des habitants, des entreprises et des associations. Au lieu de travailler la moitié de l'année pour l'État, les gens pourront travailler toute l'année pour eux-mêmes. L'existence de ces portefeuilles banques constituera une garantie plus que constitutionnelle que les humains ne seront plus jamais asservis par un pouvoir. L'État, les régions, les départements et les communes auront également accès au crédit sans intérêt, qui sera automatiquement accordé si le délai de remboursement proposé n'excède pas 80 ans, et si les remboursements annuels ne dépassent pas le tiers de leur dotation annuelle. Le logiciel préverra lui-même ces remboursements. Vous repartirez sans dette et n'aurez plus besoin des banques et marchés. Les dettes libellées en euros pourront être remboursées au cours de la période où les monnaies libres et monnaies solidaires ne seront encore que des monnaies complémentaires. Vous assumeriez ainsi vos dépenses intérieures en monnaie libre, mais continueriez à percevoir taxes, impôts, lois sociales et patronales sur les salaires et produits en euros, le temps que les multinationales s'adaptent à la nouvelle donne. Vos recettes en euros pourront donc être intégralement affectées au remboursement de la dette. Cette perspective me déplaît souverainement, puisque je considère que les intérêts de cette dette publique sont illégitimes. Mais je reconnais que pour calmer les marchés au cours de cette période de transition et pour renforcer la valeur de la monnaie libre quand elle sera sur le marché des changes, il est préférable que le pays soit le moins endetté possible. Même après l'introduction de cette nouvelle monnaie sur le marché, votre économie en dépenses publiques peut vous permettre d'achever le remboursement en monnaie libre. Je vous suggère cependant de profiter aussi de ces économies pour donner plus de moyens au secteur de l'éducation et de la justice, et pour prendre des participations dans les entreprises créées par les résidents de notre pays. Les portefeuilles banques des instances publiques ne pourront pas se connecter au portefeuille banque des citoyens. Seul un juge d'instruction pourrait ordonner la comparution d'un suspect à l'ouverture de son portefeuille banque dans le cadre d'affaires portant sur le terrorisme, la corruption et les trafics illégaux. En revanche, chaque citoyen pourra, à l'aide de son appareil, se connecter à ceux des instances publiques, afin de vérifier les comptes de celles-ci. Eh oui, cela surprend, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Eh bien, c'est ça la démocratie. N'oubliez jamais de qui vous tenez le pouvoir. Quand le portefeuille banque d'un habitant se connecte au vôtre, il se synchronise immédiatement avec votre indice des prix à la consommation. Vous pouvez aussi lancer un référendum et des élections par ce moyen. Je passe très rapidement sur les portefeuilles des ministères et autres départements des pouvoirs locaux, qui n'ont pas la fonction banque, mais seulement celle de portefeuille électronique. Donc, pas de création monétaire.
Leur dotation provient du portefeuille banque du chef de l'État ou de leur niveau de pouvoir. Les entreprises et les associations sans but lucratif ont un portefeuille banque, dont la création monétaire se limite à un crédit sans intérêt, à manier avec prudence, parce que le portefeuille s'éteint définitivement après 6 mois de défaut de remboursement. Pour les guichets des administrations et les caisses des magasins, il ne s'agit bien entendu que de portefeuilles électroniques sans création monétaire. J'ai réfléchi également à un autre problème de société que pourraient résoudre les nouvelles monnaies et les portefeuilles banques, le surendettement. Vous en connaissez les conséquences, aussi bien pour les États que pour les entreprises et les particuliers, côté créancier et côté débiteur. Côté créancier, il y a toujours le risque d'un défaut de paiement d'un État ou de l'insolvabilité d'un débiteur, ce qui est susceptible d'entraîner des faillites en chaîne avec des conséquences graves pour l'économie du pays ou pour le personnel de l'entreprise faillie, qui est, dès lors, dans l'impossibilité d'honorer ses propres engagements. Côté débiteur, le surendettement, dans le système actuel, empêche l'État de maintenir les acquis sociaux de la population et de relancer son économie. Vous en savez quelque chose. Il empêche les entreprises de se développer et provoque dans les familles, quand ce ne sont pas des suicides ou des divorces, des renoncements aux soins de la santé, à ce qui est nécessaire ou souhaitable pour les enfants, des saisies immobilières ou mobilières, et finalement des personnes qui se retrouvent sur le pavé, réduits à la mendicité. Les deux nouvelles monnaies peuvent également résoudre ce problème par un gentleman agrément entre créanciers et débiteurs. Quand une dette est établie par la justice, les deux parties pourraient se rendre chez un huissier et se mettre d'accord sur l'annulation de la dette. Le créancier se verrait alors crédité d'un montant en monnaie solidaire, équivalent à 75 ou 80% de la dette annulée, et bénéficierait, comme lors d'un don à une association, d'un intérêt de 7,5 ou 10% sur son compte monnaie solidaire. Vous voyez, Monsieur le Président, ce qui vous paraissait farfelu dans le contexte actuel, comme le financement de l'État sans taxe ni impôt, ou comme l'instauration d'un dividende universel pour tous sans dépense de l'État, apparaît évident dès lors qu'on pense la monnaie et le système monétaire dans l'intérêt du peuple et de l'humanité. Vous n'aviez qu'un mot au début de votre mandat, relance. Mais Frau Merkel ne l'entendait pas de cette oreille et bourdonnait sans cesse à la vôtre le slogan de l'austérité. Avec le système que je vous propose, la relance est assurée. Les entreprises retrouvent une compétitivité optimale, plus de TVA, plus d'intérêts bancaires à répercuter aux clients, plus de charges patronales, plus d'impôts d'aucune sorte. Je vois mal comment la droite pourrait vous en faire le reproche. Et sur le plan social, un revenu de base pour tous, suppression des taxes et impôts, et donc une hausse considérable du pouvoir d'achat pour chaque ménage et chaque individu, ce qui relancera aussi la demande interne de produits et services. Plus besoin de l'URSSAF, il ne restera sur le plan social que le système d'assurance maladie et invalidité, lui-même soulagé parce qu'il ne devra plus prendre en charge que le surcoût occasionné par un handicap et non plus la rémunération complète de l'assujetti. C'est vrai, nous allons nous affranchir des banques et tarir la source de la puissance des actionnaires qui nous ont maintenus sous leur dépendance, mais nous ne ferons ainsi que respecter les lois du marché. Les banques sont obsolètes, elles coûtent beaucoup trop cher. Nous ne faisons qu'appliquer le principe de leurs actionnaires, qui trouvent trop cher notre main-d'œuvre et trop cher notre production agricole. Comment ceux-ci pourraient-ils nous reprocher d'appliquer leurs principes? Et puis, nous ne touchons pas aux fortunes établies, nous leur permettons même d'établir leur entreprise sur notre territoire, de profiter de l'absence de taxes, d'impôts et de contraintes patronales, et de tirer profit de nos avantages à l'exportation par des prix abaissés, vu l'absence de taxes et d'intérêts bancaires à récupérer. Les marchés nous en voudront d'autant moins que vous régleriez votre dette publique. S'ils tentent de contrarier votre nouveau système, faites défaut et vous les verrez pleurer pour que vous le mettiez en place. Nous sommes dans une période où, dans le monde entier, s'impose la nécessité d'une réforme du système monétaire. Mais ces messieurs
n'ont pas d'idées, parce qu'ils n'en cherchent qu'au service de leurs intérêts. C'est ainsi qu'ils font fortune, en inventant des monnaies comme le Bitcoin ou le Gemcoin, qui n'aboutiront qu'à l'avènement d'une nouvelle oligarchie, laquelle nous prendra en otage lors de l'effondrement du système bancaire et des devises actuelles. Un effondrement imminent, à en croire Bill Gross, le plus gros gestionnaire d'obligations au monde, qui déclarait « On dit que le temps c'est de l'argent, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que l'argent actuel pourrait bien ne plus avoir beaucoup de temps. » Aujourd'hui, 70% des banques actuelles sont en situation de quasi-faillite. Monsieur François Hollande, vous avez battu, au cours de votre mandat, le record historique de votre prédécesseur en termes de défiance de la population. Je vous donne une occasion en or de redorer votre blason et de devenir le président qui aura libéré la France du joug de l'oppresseur. Vous provoquerez une liesse populaire, telle celle de Gaulle libérant la France, et laisserez vos prédécesseurs dans le rôle et l'image de Pétain. Si vous en doutez, provoquez donc un référendum populaire. En revanche, si vous passiez à côté de cette chance extraordinaire, d'autres, plus habitués aux pirouettes et changements de veste, ou simplement des citoyens motivés par le bien commun, pourraient s'en saisir. Et c'est vous qui passeriez dans la postérité comme le dernier président Collabo. Mais si vous le faites, Monsieur le Président, que ce soit exactement comme décrit ici, pas question de laisser en place une banque nationale ou des institutions périmées pour faire plaisir à vos petits amis. Nous n'en avons plus besoin, et nous avons appris une chose. Dès que vous donnez un peu de pouvoir à quelqu'un, il finit par en abuser. Moi, je ne revendique aucun pouvoir, seulement la satisfaction d'avoir rendu un sens à la vie sur Terre, car je ne doute pas un seul instant, si les gens de tous les pays partagent cette vidéo, que la monnaie libre et la monnaie solidaire deviendront bientôt les devises du monde entier. Vous avez le devoir moral de réparer vos erreurs. Tous ceux qui ont voté la loi Rothschild, l'article 104 du traité de Maastricht ou l'article 123 du traité de Lisbonne ont volé plus de 1500 milliards d'euros aux Français. Par chance, vous êtes le seul à pouvoir réparer toutes ces erreurs avant que la fureur populaire ne débouche sur une nouvelle révolution française et un nouveau Robespierre. Le changement, c'est maintenant, Monsieur le Président Hollande. Chers citoyens, vous qui, à juste titre, n'avez plus confiance dans le monde politique, un autre monde est possible. Vous voulez le revenu de base mensuel mentionné dans cette vidéo? Vous voulez pouvoir obtenir du crédit sans frais ni intérêt? Vous voulez que l'État ne puisse plus jamais vous obliger à payer des taxes, des impôts, des cotisations sociales ou patronales? Vous voulez travailler toute l'année pour vous-même et non plus la moitié du temps pour l'État et l'autre moitié pour l'oligarchie financière? Vous voulez une monnaie qui soit au service de tous et non d'1% de la population? Alors, aidez-nous à faire le buzz. Comment pouvez-vous accélérer les choses? Envoyez le lien de cette vidéo à tous vos amis sur chacun des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes inscrits. Il ne s'agit pas seulement de le mettre sur votre page Facebook, mais sur le mur de tous vos amis qui l'autorisent, en leur demandant de faire la même chose avec les leurs. Idem pour Twitter. Ne pas seulement tweeter le lien pour vous abonner, mais le tweeter également sur les comptes Twitter auxquels vous êtes abonné. En signature de chacun de vos emails, écrivez « Pour votre survie, visionnez cette vidéo, suivie du lien ». Faites la même chose sur les forums que vous fréquentez. Cherchez sur Internet les adresses email des parlementaires et membres du gouvernement et envoyez-leur ce lien d'agrémenté d'un court texte de votre choix. Faites la même chose avec les journalistes et les rédactions de journaux. Expliquez ce concept aux membres de votre famille, à vos collègues et amis dans la vraie vie. Dites-leur qu'ils pourraient avoir leur propre banque personnelle, à l'abri de tout pouvoir. L'appui des gens qui ne sont pas branchés sur Internet est tout aussi important. Vous pouvez aussi charger ce texte à la fin de cette vidéo. Si vous avez besoin d'une description écrite de ce système, en plus du texte que vous avez téléchargé, allez voir cet article de Politique Fiction sur www.chercherlaverité.com, tout attaché, et cliquez sur le lien en haut de la page d'accueil.
D'autres pages seront ajoutées de temps à autre pour mieux expliquer le concept point par point. Si vous voulez lutter plus activement pour la mise en place de ce système, demandez votre inscription dans le groupe Facebook « Sortir du système et de l'austérité ». Merci de votre attention et aussi pour tout ce que vous allez faire.